qu'il souhaitait transmettre. Et effectivement, la question philosophique qui est posée ici, c'est celle de la relativité des points de vue, celle de la relativité des jugements de valeur qu'on peut avoir. Et effectivement, pour certaines personnes, c'est très choquant parce qu'on transmet un handicap, mais pour d'autres, eh bien, au contraire, c'est quelque chose de riche de vouloir transmettre une culture. Donc, moi, je suis ici en tant que philosophe, et vous savez, les philosophes, ils n'ont pas beaucoup de réponses aux questions. Et si les étudiants sont là, c'est parce que ce qu'on a appris pendant toute l'année, c'est d'essayer justement de problématiser les choses et d'essayer d'évaluer des arguments. Et d'essayer justement de faire ce qu'a fait Socrate, par exemple, d'aller dans la cité et de dire « mais toi, tu as plein d'opinions et au fond, tes opinions, comment est-ce que tu les argumentes, comment est-ce que tu les défends et quels sont vraiment tes arguments ?» Alors il y a la première chose qu'il faut bien dire, c'est qu'un argument, notamment quand il s'appuie sur des questions techniques, sur des questions qui concernent aussi des jugements de valeur de vérité scientifique, elles doivent être justes. Et que ici, dans le débat qu'on a, ça mériterait aussi de voir sur chaque assertion si on a des publications scientifiques qui nous démontrent telle chose ou telle autre. Et je trouve que dans le cadre qu'on a ici, on a des affirmations qui vont peut-être trop vite sur des risques techniques, des risques scientifiques, qui demanderaient peut-être d'ailleurs de la part du législateur de faire des études supplémentaires pour mieux évaluer les risques scientifiques et techniques. Mais je pense qu'il y a des affirmations qui ont été dites qui vont trop vite, qui mériteraient justement d'avoir plus de présence simplement au niveau de la vérité scientifique, qui sont la base des arguments. Après, pour ce qui concerne la philosophie, je vais laisser la parole aux étudiants, mais je voulais souligner que justement, ils sont là parce que toute l'année, on a d'abord travaillé sur Habermas, qui Habermas, en 2001, dans un texte qui s'appelle « L'eugénisme et l'avenir de la nature humaine », nous a vraiment questionné pendant tout un semestre sur justement les questions de l'eugénisme, de transformation de l'humain, quels étaient ses arguments justement pour expliquer que la pente eugénique est très très grave et très très risquée, et quels sont ses arguments. Donc on a vraiment travaillé ces arguments. Et au deuxième semestre, là, on a pris justement la question de la PMA, puisqu'elle était débattue aux États généraux de la bioéthique, et on a vraiment fait l'effort de passer de l'opinion à de l'argumentation. Et on a vu d'ailleurs en classe que en fait, certains étudiants qui avaient des opinions très arrêtées n'arrivaient pas à répondre à la question « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as cette opinion-là » Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, mais je vais vous passer la parole, et puis je les félicite vraiment chaleureusement, parce que non seulement ils sont intellectuellement bien affûtés, mais en plus ils ont le courage de parler ce soir, alors bravo. Bonjour tout d'abord. Comme l'a dit Madame Dequever, nous avons tout au long du semestre dernier travaillé sur la question de la PMA. Donc doit-on ouvrir la PMA aux femmes en couple et aux femmes seules? Donc nous avons été une cinquantaine d'étudiants à travailler dessus, donc des étudiants de philosophie de première et deuxième année, de droit, de lettres et aussi également de médecine, pour nous apporter un point de vue plus scientifique tout simplement. Et du coup nous avons essayé d'utiliser une méthode et de réellement sortir de l'opinion et aller vers les arguments. Donc, je vais exposer la méthode que nous avons utilisée. Donc nous avons travaillé personnellement dans un premier temps sur des documents, vidéos, articles de presse, documents législatifs, études scientifiques, que Madame Dequever nous a mis à disposition. Et ensuite, à partir de ces documents, nous avons élaboré des arguments critiques sur la question. Donc nous avons décidé de prendre en compte les différents points de vue des acteurs, c'est-à-dire les femmes seules, les femmes en couple, les enfants, les médecins et les donneurs. Alors nous n'aurons pas le temps d'exposer tous ces points de vue, nous nous concentrons sur le point de vue de l'enfant et des femmes, qu'elles soient seules ou en couple avec une autre femme.
voilà, et donc nous avons, durant ce travail-là, nous avons réfléchi aux avantages et aux inconvénients des situations de chaque acteur. Donc je vais vous présenter brièvement les arguments qui ont été formulés concernant le point de vue de la femme. Donc tout d'abord, la PMA semble rentrer dans une certaine mouvance des combats féministes et de réappropriation du corps par la femme, justement. Ensuite, de tout ce qui va être l'indépendance vis-à-vis des pressions sociales, comme on a pu le voir avec Hélène. Une acquisition d'une plus grande égalité homme-femme aussi, ainsi qu'un élargissement des modèles familiaux, donc qui serait l'acquisition d'une certaine tolérance et d'une diversité dans les modèles familiaux et en généralité dans la société française. Et ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est le processus de la PMA, qui est très long, très coûteux, qui demande beaucoup, comme a pu le montrer Hélène. Et de par ce processus, on voit très clairement qu'il y a une envie et un désir profondément ancré dans les personnes qui peuvent, en un certain sens, légitimer le fait qu'on ait accès à avoir un enfant, que ce processus démontre que cet enfant va être aimé, va avoir une certaine implication dans son éducation et un amour inconditionnel, qu'il soit élevé par deux femmes ou une femme seule. Donc ce point nous amène à considérer le point de vue de l'enfant. Donc du point de vue de l'enfant, ce qui nous a surtout interpellé, c'est le fait qu'il soit désiré. On a souvent tendance à montrer des enfants qui sont non désirés et de tout ce qui va les affecter dans leur vie quand ils ne sont pas désirés. Et là, on voit vraiment que cet effort motivé des parents, cette motivation des personnes pour entreprendre le processus de PMA montre à quel point cet enfant pourra être aidé dans son développement et suivi dans son éducation, ce qui, paraît-il, semble-t-il, être la meilleure des choses pour, en tout cas, l'enfant. Donc, cependant, on ne peut pas savoir comment les parents vont éduquer un enfant, mais cette question, justement, va se poser pour toutes les formes de couple. Cette question de savoir comment on va éduquer un enfant, de savoir ce qui est bien pour un enfant, va se poser pour un couple hétérosexuel, pour un couple homosexuel, et même pour des personnes, pour un couple, une femme seule. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, dans cet argument-là de ne pas savoir comment on va éduquer un enfant, de ne pas savoir ce qui va advenir d'un enfant qui sera élevé par deux femmes ou par une femme seule, en fait, cela s'applique concrètement à toutes les formes d'éducation et à l'éducation des enfants en général. Donc on en a déduit que cet argument était assez invalide. Donc je vais passer la parole à... Maintenant, je vais exposer les limites d'abord de notre réflexion, relever qu'il y a eu peu de contradictions lors de nos débats et que ça se sent dans nos arguments et que nous étions à peu près tous d'accord pour répondre oui au droit de la PMA pour les femmes en couple et les femmes seules. Ensuite, les limites du débat, c'est qu'il ne portait pas sur le principe même de la PMA et ainsi que de ses enjeux, comme par exemple le problème démographique. Et alors, juste pardon, entre parenthèses, ces limites-là n'ont pas été travaillées autour du débat, et là c'est nous deux qui avons développé ça. On sent que c'est important de... Essayer de... Encore plus aller loin. Donc, problème démographique, est-il raisonnable de faciliter la procréation médicalement assistée vis-à-vis des enjeux principalement environnementaux qui arrivent
Et simplement pour exposer seulement le problème des ressources, que si aujourd'hui nous en sommes là technologiquement, s'il y a 3 vidéoprojecteurs, c'est parce qu'il y a eu des ressources qui ont été exploitées. Et toute la recherche scientifique sur l'intelligence artificielle, ça nécessite des ressources, toujours plus de ressources. Or, ces ressources ne sont pas infinies. Et qu'il est important de noter que tout le travail qui est fait là, il faut savoir qu'il peut se retrouver un jour bloqué, plus rapidement qu'on ne le pense, par les limites des ressources. Simplement, allez voir, je fais référence au rapport du GIEC, plusieurs rapports du GIEC, très intéressants, notamment à la fin du pétrole. Enfin, concernant la réception, limite sur la réception de notre travail, préparatoire, c'est-à-dire vis-à-vis des élus qui vont concerter notre travail, qui, si oui ou non, ils vont prendre en compte sérieusement ce que nous avons développé. Et donc là, c'est limite démocratique, une crise de confiance dans nos élus. Sommes-nous encore écoutés sérieusement par nos élus? Voilà. Est-ce que ce débat-là aura une véritable influence dans le vote de la loi? Nous en doutons, mais nous sommes encore là. Excusez-moi, je voudrais juste rajouter une petite chose. Nous nous excusons pour cette présentation assez confuse, mais du coup nous avons dû nous adapter aux conditions et aux arguments de chacun, et nous avons repris légèrement à la dernière minute quelques petites choses. Donc tout ça pour dire qu'on a travaillé pendant quasiment 5 mois dessus, et nous allons envoyer ce rapport, toute la synthèse que l'on a fait au CCNE. Et on voudrait aussi, personnellement j'aimerais aussi ajouter que nous avons vraiment essayé de sortir de l'opinion et d'aller vraiment vers quelque chose d'argumenté et de sérieux. Sortir de notre zone de confort intellectuel. Et j'aimerais, en tout cas en mon nom, inviter plusieurs personnes à faire de même.